La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, nous avions fait un bref tour d'horizon de Férune. Désormais, je vous propose de nous approcher un peu et de commencer à découvrir les régions des royaumes oubliés. Aujourd'hui, nous visiterons le royaume du Cormire, sur lequel beaucoup pourront parier sur le déclin et n'auront jamais retrouvé leur mise. Situé à l'est des contrées du mi-temps occidental et sur la côte ouest de la mer des Étoiles déchues, le Cormire est un royaume forestier engoncé entre les pics du tonnerre et les cornes des tempêtes. Les premiers tirent leur nom des grands orages parcourant les pentes de ces montagnes. Ils sont le territoire de tribus orques et gobelines qui ne témoignent aucun amour pour les cormiriens et cormiriennes. Celles-ci, couplées à la météo, rendent les projets d'exploitation minière très difficiles, voire impossibles. Comme si ce n'était pas assez, la dracoliche Orgloroisa, l'ombre sifflante, assoit son contrôle sur la mine naine abandonnée de sous-tonnerre, en faisant en sorte que quiconque y pénètre n'en ressorte jamais. Les cornes des tempêtes sont des reliefs relativement tranquilles, comparés aux pics du tonnerre. Formant une barrière naturelle contre toute tentative d'invasion venant du nord et de l'ouest, les cornes ne sont habitées que par quelques tribus humanoïdes et deux colonies humaines. Le relais marchand de Aiglepic et la colonie minière de Cranrock. Quittons maintenant, si vous le voulez bien, ces reliefs déchiquetés et dangereux. Dans les plaines, plusieurs grandes forêts verdissent le paysage, entretenu par le climat humide et tempéré de la région. Autrefois, la forêt gigantesque du Cormantor étendait sa vaste canopée sur la quasi-totalité de la région. Mais des siècles d'agriculture et de bûcheronnage ont énormément réduit la superficie de cette forêt en Cormire, n'en laissant que quelques parcelles intactes. La forêt royale, autrefois domaine des elfes, est désormais le terrain de chasse favori de la royauté. On peut toutefois encore y croiser quelques orques descendants des survivants de l'attaque d'Arabelle. La forêt de Hulac, habitée ponctuellement par des orques et gobelins descendants des pics, reste mystérieuse et contient encore des espaces que nul n'a foulés depuis des années. Pierre Tonnerre constitue le point de départ de tout aventurier désireux d'explorer cette forêt mystique. Outre les régions et les forêts touffues, qui sont tout de même le décor le plus courant de la région, l'on peut aussi trouver quelques autres types de milieux. Le lac Wyvern est une source notable de poissons et de crustacés, dont les pêcheurs sont surnommés les pêcheurs de la brume, en raison des nappes de brouillard épais flottant sur le lac au petit matin. Relié à celui-ci par le fleuve Wyvern, la mare aux dragons donne un accès à la vaste mer des étoiles déchues et ses innombrables voies commerciales. Boudé par autant le Cormire que ses voisins s'aiment bien, le Grand Marais fait office de frontière entre ces deux états. Je dis ici boudé car il n'y a littéralement aucun intérêt économique dans ces marais. En effet, ils sont habités par des gnolls, des hobgoblins, des hommes lézards, des trolls, quelques petits dragons noirs, des tyranneuils devenus fous, des feux follets. Il est plus qu'évident que cette région n'est pas du tout hospitalière, n'est intéressante que du point de vue géographique, via son rôle de rempart naturel contre la Sembi, qui d'ailleurs n'en veut pas plus du tout. Les forêts, les montagnes et les marais vous terrifient ou vous ennuient? Vous préférez la sécurité conférée par d'épais murs de pierre, le confort d'un lit plutôt que l'humidité des feuilles? Alors, dirigeons-nous vers les cités cormiriennes notables. Il serait inconcevable de ne pas parler de Suzel, la gemme la plus étincelante de la couronne du Cormire, d'après Olorae, sage de Midranor. Capitale du royaume, Suzel abrite les nobles du pays ainsi que son armée. Elle est le cœur économique, religieux et militaire de la région. On y compte environ 45 000 habitants. Voisine de Suzel se tient Marsambre, habitée par quelques 36 000 habitants. On la surnomme souvent la cité aux épices en raison de la forte concentration de comptoirs de commerce charriant des denrées de royaumes étrangers. La ville est bâtie sur de petites îles, proches de la côte et reliées entre elles par des ponts et des canaux. À l'époque, ces îles faisaient partie d'un marécage dont seules subsistent sporadiquement les odeurs. À l'opposé de ces deux cités, l'on peut trouver la cité d'Arabelle. Ayant un passé houleux et souvent violent, plusieurs rébellions, des dragons verts et une invasion orque, rien que ça, cette cité, au moins aussi ancienne que Suzail, se rebâtit petit à petit, tentant de faire oublier son passé et de reprendre de sa superbe. Ces cités ne sauraient être dissociées de l'histoire de la région que je vous propose de découvrir maintenant. À l'origine, le Cormire n'était habité que par des dragons. Le plus puissant d'entre eux s'appelait Togloro-Morgorus, communément appelé Toglor. Représentant un frein pour leur expansion, ces dragons furent chassés par les elfes, et Toglor fut tué par Ilifar Nelnuev, le seigneur des sceptres.
Non loin de là, en Impiltour et Shondat, les peuples humains eurent vent de la victoire des elfes. Et représentant un frein pour leur expansion, ces elfes furent chassés de la côte par les humains. Néanmoins, voyant ces petits bipèdes éphémères déforester leurs terres fraîchement conquises, les elfes chargèrent un certain Baero Blétard de faire tout son possible pour ralentir cette colonisation, et de faire en sorte que les meilleures zones forestières reviennent aux elfes. Celui-ci deviendra le premier des 7 magiciens royaux du Cormier. La ferme d'Ondet au Barskir, l'un des meneurs humains les plus influents, devint petit à petit la capitale Suzel, nommée en l'honneur de la femme d'Ondet, Susara. À la mort de celle-ci, les elfes convainquirent son fils Faerltan de prendre la suite de son père, et c'est ainsi que naquit le royaume de Cormyr, en l'an 26 du calendrier du Val. La famille Obarskir, aidée des magiciens royaux au conseil plus que précieux, resta plus de 1000 ans au pouvoir, pendant lesquels le royaume s'est développé et étendu au-delà de la côte, même malgré quelques tentatives d'invasion et des rébellions répétées dans les cités d'Arabel et de Marsambre. C'est le règne des rois Azun qui succéda à la famille des Obarskir, sous lequel le Cormyr connut sa période la plus faste, frontières consolidées, la Sembi et le Tsentarim repoussés, paix négociée avec les Vaux. Ainsi, le Cormyr était devenu une région largement enviée pour la sécurité que ses dirigeants s'acharnaient à maintenir. Mais le destin a toujours une carte dans sa manche, et ici, il décida de la jouer lors des dernières années du règne d'Azun IV. De manière synchrone, une maladie céréalière, des attaques gobelins et orques, ainsi que des gaznettes alliés à un grand dragosir, s'abattirent sur le royaume. Défaite après défaite, le Cormyr accusa de lourdes pertes. Arabel fut assiégé et presque rasé avant d'être colonisé par les gobelins. Ne perdant jamais de leur combativité, la famille royale permit au royaume de sortir de cette crise, mais non sans perte. Le père terrassa le dragon et laissant lui-même la vie. La fille cadette assiégea et reprit Arabel. La princesse héritière, Tanalasta, chassa les gaznettes restants, mais mourut peu de temps après avoir donné naissance à Azun V. Désormais, seule survivante au lendemain de cette période sombre, Aluzer tint le royaume en tant que régente jusqu'au couronnement d'Azun V, en 1384. Mais un an après, la déesse de la magie Mystra fut assassinée, et la mage-peste, à savoir le collapse de la magie engendré par la mort de celle-ci, va frapper Faerûn tout entier. Au milieu de cet enfer, le Cormyr tint bon, encore une fois. Cependant, un tiers des magiciens de guerre, qui sont une partie charnière de l'armée du Cormyr, mais nous y reviendrons un tout petit peu plus tard, mourut ou disparut. Le royaume mit néanmoins plusieurs décennies à se remettre de cela, et aurait pu s'en remettre totalement si la Sembi n'était pas venue déposer son cheveu sur la soupe du Cormyr en 1439. De petits affrontements frontaliers, on passa rapidement au conflit à grande échelle. Pourquoi la Sembi attaqua le Cormyr, l'on ne le sait pas vraiment, mais leurs maîtres de Netheril y sont probablement pour quelque chose. Toujours est-il que le cessez-le-feu fut signé en 1441. Les négociations furent longues et parurent sans fin, mais ce traité permit aux deux régions ravagées de se reconstruire, ce qui semble être devenu une routine pour le Cormyr. Aujourd'hui, en 1489, le Cormyr n'a eu pour crise que la tentative d'attaque des forces de Netheril, maintenant positionnées à l'ouest du royaume. Reprenant son souffle, la famille royale s'efforce de continuer à assurer force et sécurité au Cormyr. Mais cela ne tient, au fond, pas seulement à la famille royale, c'est aussi son peuple combatif et son armée bien entraînée qui a permis cela. Les 3 piliers de la société cormyrienne sont sa noblesse dirigeante, son armée bien entraînée et son peuple volontaire et combatif. Ces 3 éléments sont ce qui a fait que le Cormyr a tenu bon jusqu'ici. Ils sont indissociables et ne peuvent fonctionner les uns sans les autres. La noblesse se compose de 2 dizaines de familles majeures, ayant plus ou moins d'influence sur la couronne et de nombreuses familles mineures orbitant autour des premières, cherchant à se faire une place au sein des hautes sphères de la société. Ces familles détiennent les terres, l'argent ou l'influence souvent nécessaires à la couronne pour maintenir la sécurité et la prospérité à Cormyr. Ces familles fonctionnent sur un système héréditaire, à l'instar de la famille royale. Ces familles sont souvent ambitieuses et avides de tout, mais restent très majoritairement loyales à la famille royale. Celle-ci n'a d'ailleurs de cesse de rappeler aux troupes ambitieuses d'entre elles que leurs terres et titres sont une faveur de la couronne, et qu'ils peuvent être retirés à tout moment. Il ne faut pas oublier le rôle des magiciens royaux, qui tempèrent les familles trop ambitieuses et conseillent les rois et les reines du Cormyr depuis sa fondation. Si le Cormyr a su résister à ce qui paraissait être la fin du royaume aussi souvent, c'est aussi grâce à son armée. Celle-ci se décompose en 3 branches. La première est l'armée des dragons pourpres, chargée de surveiller et protéger les terres cormyriennes. Organisée en compagnies de différentes tailles et emprises géographiques,
Les dragons pourpres constituent l'armée la plus populeuse et la plus hiérarchisée du royaume. En effet, leurs membres obéissent à une chaîne de commandement très stricte basée sur un système de rangs, qui s'obtiennent grâce à un entraînement acharné d'une part et par une volonté sans faille au combat d'autre part. Ces hommes et ces femmes sont dévoués à la couronne et forment l'une des armées les plus réputées et craintes de tout Férune, le passé ayant largement démontré la véracité de cette réputation. Viennent ensuite les dragons bleus, écumant les territoires maritimes du royaume. Leur structure est similaire à leurs homologues terrestres, à différence près que leur chaîne de commandement est moins complexe. Un navire représentant une unité, répondant directement au chef des dragons bleus. Ces navires sont presque tous nommés en hommage à un roi ou une reine du royaume. Enfin, on pourra trouver les mages de guerre de la couronne. À la différence des magiciens royaux qui conseillent politiquement la couronne, les mages de guerre cormyriens sont des agents de terrain, agissant autour d'affaires magiques et occultes, en plus des atouts militaires redoutables. Tantôt enquêtant sur la présence de groupuscules mauvais, tantôt mettant fin à un trafic d'objets magiques, ces espions royaux se sont révélés fort utiles mais beaucoup trop intrusifs. En effet, jusqu'à encore récemment, ces agents royaux n'avaient pas vraiment de limites éthiques, et espionnaient la plupart des citoyens de manière magique et intrusive. Ceci afin de pouvoir trouver et démanteler les mouvements néfastes pour le royaume. Le traité de Suzel, signé il y a quelques années, est venu limiter grandement les pouvoirs des mages de guerre, entre autres choses. Ces trois corps armés défendent le peuple, sans lequel rien de ce que nous venons d'aborder ne tiendrait debout. En effet, c'est le peuple qui fabrique, commerce et cultive tout ce qui a permis de faire du Cormyr un royaume riche et prospère. Une bonne partie du peuple sont des fermiers, qui travaillent la terre paisiblement, loin de l'agitation des villes. Ces agriculteurs et éleveurs ne souffrent pas de quelque servitude que ce soit. En effet, ce concept est banni de tout le royaume. Ces travailleurs sont parfaitement libres de cultiver la terre là où ils le souhaitent, sur leur propre terre, acquise au fil des ans, ou sur celle des autres, moyennant un reversement d'une part des bénéfices aux propriétaires. Ces hommes et ces femmes sont volontaires et ont souvent tendance à s'enrôler dans les dragons pourpres lors des grandes crises, comme lors des grands affrontements récents avec la Sémie. Une autre partie du peuple exerce la profession d'artisan. Répartis en guildes, une par ville généralement, ces personnes fabriquent les outils nécessaires aux autres castes ou des objets d'art, ou parfois les deux. Chaque guilde a sa spécialité. Guilde Hap est le paradis des travailleurs d'argent, et Suzel comporte des sculpteurs d'ivoire réputés. Ces produits, souvent comptés comme de l'art, sont exportés par les nombreuses compagnies marchandes que nous avons déjà pu évoquer. Ces dernières disposent d'une influence à rendre certaines familles nobles jalouses. En effet, leur influence étant bien au-delà du Cormyr, car leurs bateaux naviguent tout autour de la mare aux dragons et de la mer des étoiles déchues, proposant au reste du monde les fabrications cormyriennes. On peut compter parmi ces exportations des armes et des armures, des sculptures en ivoire, des vêtements et encore de la nourriture. Mais ces compagnies importent aussi les matériaux dont manque le Cormyr, comme l'ivoire de Valbise ou des épices. Bien sûr, le peuple de Cormyr exerce bien d'autres professions, mais les trois dont nous venons de parler sont clairement les trois les plus représentés dans le royaume forestier. Notre voyage en territoire cormyrien touche déjà à sa fin. J'espère que cette brève excursion vous aura plu et vous donnera envie de revenir visiter cette contrée légendaire des royaumes oubliés, car il vous reste encore tellement de choses à y découvrir. C'était L'Enrée Dragon, des bisous et à bientôt dans les royaumes oubliés.